On passe au groupe de travail suivant, numéro 6, et qui porte sur la démocratie numérique et la participation citoyenne, sachant que là aussi, il s'agissait prioritairement de voir s'il y avait des éléments qui devaient être anticipés et intégrés pour la réforme constitutionnelle. Et je passe donc la parole à Cécile Untermaier, présidente de ce groupe de travail, issue donc du groupe Nouvelle Gauche, et Paula Forteza, rapporteur du groupe La République En Marche. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, mes chers collègues. Je tiens à remercier aussi l'équipe de l'Assemblée nationale et de la présidence qui nous ont accompagnés tout au long de ce travail et qui l'ont fait avec grande compétence. Alors, s'agissant de la méthode, eh bien, elle est celle que vous avez tous suivie, à savoir des auditions. Nous en avons fait 7 avec 23 acteurs entendus, tous de qualité, bien sûr, et de diversité. Ensuite, nous avons mis l'accent sur une consultation numérique dont les modalités de fonctionnement et de garantie sont bien inscrites dans le rapport, avec un conseil scientifique comprenant un professeur des universités, le président de la commission du débat public et le président honoraire de Transparency International. Nous avons collecté 10 000 participations, 3 000 contributions. La synthèse en est donnée également dans le rapport. Et le samedi 25 novembre, nous avons fait un atelier géant à l'Assemblée nationale avec des citoyens, en présence des députés du groupe de travail que je salue pour leur présence et leur contribution. Et nous avons sélectionné 25 meilleures contributions, enfin le conseil scientifique, en toute indépendance, à raison de la pertinence et de la popularité des 25 contributeurs qui sont venus donc à l'Assemblée et travailler sur ces questions. Nous avons également, parce que nous tenons au présentiel aux côtés du numérique, des ateliers législatifs citoyens. Nous en avons eu une vingtaine dans les circonscriptions et je remercie les députés à la tâche sur le terrain. Merci à eux de participer ainsi au rayonnement de l'Assemblée nationale. Donc c'était une méthode ouverte, participative, sous forme présentielle et numérique. Très vite, le cadre de notre réflexion, démocratie numérique et participation citoyenne. Ce sont deux termes, démocratie et numérique, qui ne vont pas forcément ensemble. Encore faut-il encadrer par des exigences et faire en sorte que ce ne soit pas le numérique qui donne le tempo de la démocratie, mais bien la démocratie qui s'amplifie de ce nouvel usage massif. Et pour cela, il faut des exigences d'égalité d'accès, de formation, de protection, mais aussi des exigences de déontologie et de transparence pour une ouverture généreuse et confiante à ce nouvel phase de discussion. Deuxième item, la participation citoyenne. L'objectif pour nous, c'était de restaurer la confiance entre le député et le citoyen. Une relation continue tout au long du mandat. Je reprends les termes de démocratie continue de Dominique Rousseau, le professeur d'université. Le député tire sa légitimité de l'élection, de son travail de proximité et de l'impartialité des décisions publiques auxquelles il participe. L'expression citoyenne doit être au cœur de notre action législative et de notre Constitution. Le député a une responsabilité majeure à raison de son élection au suffrage universel et un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Ceci dit sans pour autant affaiblir la démocratie représentative. Le député du non-cumul des mandats sera présentiel et numérique. Il lui appartient de favoriser, je dirais même moi, de garantir l'expression citoyenne par une action sur le terrain et la mise en place d'outils de consultation qui vous sont proposés par notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Donc, de tout ce processus que nous avons voulu à sa fois ouvert et participatif, nous avons ressorti 3 grandes problématiques. La première, c'est quand on réfléchit à généraliser les dynamiques de participation en ligne, il faut faire très attention à ne pas créer de nouvelles inégalités. Nous connaissons tous les problématiques de la fracture numérique, le fait que selon notre localisation géographique, selon nos niveaux de formation, notre âge ou même notre genre, nous avons non seulement un accès, mais aussi une maîtrise des outils numériques différentes. Et donc, nous ne voulons pas que l'accès à la participation se voit biaisé par ces problématiques. Donc, l'idée, c'est vraiment, on vous racontera les propositions
qui sont en lien avec cette problématique. La deuxième est celle de rapprocher les citoyens et les parlementaires. Dans toutes ces réflexions, nous avons fait très attention justement à ne pas adopter des mécanismes de démocratie directe. L'idée est vraiment de trouver les mécanismes qui font collaborer les citoyens et les députés et les parlementaires pour que justement ce lien de confiance, de compréhension mutuelle se noue et se reconstruise. Donc les mécanismes que nous avons cherché à mettre en place veulent par exemple que la participation ne se cantonne pas dans un moment et un temps particulier, qu'il ne s'agisse pas que de consultation en amont des textes, par exemple, comme on a vu dans les expériences jusqu'à maintenant, mais que ce soit une participation continue, dynamique, tout au fil de l'examen du texte en commission, en séance, et après la mise en œuvre du texte aussi au niveau du contrôle et de l'évaluation. La troisième grande problématique qu'on a voulu appeler le code fait la loi est qu'il faut qu'on soit très conscient du fait que les outils numériques eux-mêmes, les infrastructures numériques elles-mêmes peuvent avoir un impact démocratique. C'est-à-dire que les plateformes, leurs fonctionnalités, leurs algorithmes, disons même leur expérience utilisateur peut avoir des biais, peuvent créer des biais dans les dynamiques de participation. Il y a des outils qui sont plus à même ou moins à même de protéger par exemple les données personnelles, de assurer une sincérité du scrutin, une transparence du scrutin. Donc il faudra qu'on fasse très attention en tant que société à ne pas laisser disons, les clés de notre démocratie à une boîte noire, si on peut dire. Donc, en suivant ces trois problématiques, nous avons réfléchi à des propositions au niveau constitutionnel, où l'idée c'était de débloquer, disons, la participation citoyenne pour après pouvoir laisser place à l'expérimentation au niveau de la loi, au niveau des pratiques quotidiennes des parlementaires. Le premier grand niveau de proposition constitutionnelle est celle d'inscrire dans la Constitution des grands principes de participation citoyenne. Le premier serait, dans l'article 1er, inscrire que les citoyens peuvent participer à l'élaboration de la loi et à l'élaboration des politiques publiques. Le deuxième est de reconnaître aux parlementaires une mission, dans l'article 23, de favoriser la participation des citoyens. C'est-à-dire la mission des parlementaires ne serait plus que faire la loi, évaluer les politiques publiques et contrôler le gouvernement, mais serait aussi de favoriser la participation citoyenne au niveau local. Pour que ce grand principe de participation soit effectif, nous avons dû intégrer dans nos propositions deux droits fondamentaux. Le premier, celui de l'accès à Internet et à la formation au numérique. Nous l'avons disons, rédigé de telle sorte que la neutralité du net, par exemple, soit respectée. La deuxième est celle d'inscrire dans la Constitution un principe du droit à l'information. C'est-à-dire que pour avoir des citoyens qui soient éclairés, qui puissent participer et qui puissent se mobiliser sur les sujets de droit commun, il faut qu'ils puissent avoir accès à cette information et pouvoir, disons, être un vrai contrôleur du gouvernement, des élus et des administrations. Donc, au troisième niveau, nous avons travaillé sur des mécanismes très concrets de participation citoyenne. Nous en avons choisi 3. Nous avons eu beaucoup de propositions dans les différents groupes de travail et à travers la consultation, mais nous en avons choisi 3. Le premier est de prévoir un droit de pétition auprès des assemblées parlementaires au niveau constitutionnel et de garantir que ce droit de pétition ait une réponse et un examen au niveau des assemblées. Le deuxième est de prévoir un ordre du jour mis en place à la demande des citoyens. Et c'est là où on veut faire travailler citoyens et parlementaires ensemble, c'est-à-dire qu'à un certain niveau de seuil, les citoyens pourraient venir chercher des députés pour
inscrire de façon automatique à l'ordre du jour, que ce soit un projet de loi, que ce soit une discussion, un débat en séance, ou que ce soit par exemple une question au gouvernement. Donc voilà, les différents mécanismes pourront être après explicités dans une loi. Et le troisième est celui de faciliter la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée. Ce sujet aussi est remonté plusieurs fois dans la consultation et pendant nos auditions. Le fait que nous avons un référendum d'initiative partagée qui ne fonctionne pas aujourd'hui, avec des seuils trop élevés. Donc nous avons fait le choix d'enlever les seuils de la Constitution en se disant que les seuils doivent pouvoir être mis à jour régulièrement selon les progrès techniques, selon l'évolution de la population, et que donc nous devons garder au niveau constitutionnel le grand principe, en enlevant aussi des conditionnements qui le rendaient difficilement activable. Donc voilà, l'idée dans ces propositions constitutionnelles était de débloquer, de déverrouiller pour justement pouvoir laisser place à l'expérimentation. Et voici quelques propositions qui pourront être adoptées peut-être plus rapidement au niveau du prochain bureau et qui sont plus activables au niveau de l'institution de l'Assemblée nationale. Donc la première serait un espace ouvert à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un lieu où les citoyens pourraient venir, les acteurs de la civicité pourraient venir travailler avec les députés sur des initiatives de démocratie participative. Le deuxième, un parlement plateforme, c'est-à-dire un parlement qui met à disposition des données, des API, des codes sources pour que les citoyens puissent créer des services alternatifs. Le troisième, une refonte du site de l'Assemblée nationale sur lequel on pourrait travailler avec les différents groupes de travail pour y introduire, par exemple, des fonctionnalités participatives. Le quatrième, un hackathon au début de l'année prochaine pour travailler tous ces sujets avec la communauté technique. Et la troisième, des collaborations internationales au sein du partenariat du gouvernement ouvert, puisque plusieurs parlements du monde sont en train de travailler sur ces sujets. Merci. Merci. Alors, Clémentine Autain, Laurence Dumont. Merci. C'est l'un des groupes qui a fourni quand même des propositions particulièrement passionnantes. Alors, juste une remarque, je me permets. Enfin, remarque question. Une question sur le temps, finalement, le rapport au temps. C'est-à-dire, ça revient à l'interaction entre les groupes. Parce que si on veut, et c'est une bonne idée, accroître la possibilité des citoyennes et des citoyens d'intervenir dans le processus, ça nécessite du temps. Donc, comment ça s'articule avec votre groupe de travail qui, lui, essaye de rendre les choses plus rapides? Premier point. Deuxième question, peut-être à monsieur de Rugy aussi, enfin aux deux. Donc sur le référendum d'initiative populaire, est-ce qu'il est possible d'avoir un petit peu plus de précision sur la façon dont il va être réformé? Parce qu'à l'évidence, c'est impossible de le mobiliser aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair que l'idée était bonne, mais sa réalisation est dans la pratique quasiment inaccessible. Donc le réformer et comment? Mais de ce point de vue, comme d'autres, on voit qu'il va y avoir nécessité de réformer la Constitution. Donc on n'est pas simplement dans des groupes de travail où le bureau va pouvoir prendre des mesures, même s'il y en a certaines qui d'ailleurs ont déjà été prises ou vont continuer à être prises, mais on voit bien que là, on est devant la nécessité pour vous de réformer la Constitution pour aboutir à valider un certain nombre de propositions. Donc Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que nous allons vers une réforme de la Constitution pour mettre en œuvre les propositions émises dans ces groupes? Je vais laisser Paula Forteza et Cécile Untermaier répondre aux différentes questions, parce qu'il y a d'autres interventions, mais je vous remercie surtout de reconnaître, bon, il aurait fallu attendre 12h46, que nous avons lancé ce processus, y compris pour réformer la Constitution. Mais je l'ai martelé depuis le début, et je suis bien heureux que maintenant vous le reconnaissiez, même si on pourra tout à fait discuter évidemment de la portée et du contenu de cette réforme. Mais évidemment, je veux dire, depuis le début, je m'acharne à répéter qu'il y a des choses qui sont internes, qui relèvent de nous, raison de plus pour le faire d'ailleurs aussi, hein, et qu'il y en a d'autres qui relèvent de la loi organique, de la loi simple, du règlement et de la Constitution. Bah, il se trouve quand même que dans tous ces domaines, d'ailleurs, c'est quand même notre responsabilité, puisque c'est nous qui votons ces dispositions, et je le redis de façon encore plus explicite que tout à l'heure, il faut que aussi dans nos têtes, nous intégrions que nous sommes
force de proposition, d'initiative et ensuite de décision. De décision. Et moi, je suis attaché, vous le savez, à ce que dans cette Assemblée, on ne se contente pas de débattre, mais qu'on décide. Et que ça nous revient. Et je dis, par exemple, je prends un exemple, là, je fais une toute petite parenthèse, je suis quand même toujours sidéré quand j'entends des collègues, nouveaux ou anciens d'ailleurs, demander, soit à moi, président de l'Assemblée nationale, parfois au gouvernement, c'est un coup, si une commission d'enquête parlementaire peut être créée, alors que cela fait plusieurs années que chaque groupe parlementaire a le droit et qui ne peut être contesté d'en créer une sur le sujet de son choix. C'est un exemple que je donne. Et sur le référendum d'initiative citoyenne, je vous juste un point d'histoire, puisque j'étais déjà député à l'époque, c'est le fruit, cet article de la Constitution, introduit en 2008, est le fruit d'un amendement, enfin de plusieurs amendements parlementaires, qui à l'époque avait fait l'objet d'un compromis, et en effet une formule qui n'a jamais fonctionné, n'a jamais été utilisée, parce que le seuil de 10% des électeurs inscrits est beaucoup trop élevé, et en plus les modalités concrètes qui avaient été mises en place par le gouvernement à l'époque, avant 2012, n'étaient pas très ouvertes, et ce sera typiquement un sujet où comment on utilise les outils numériques d'aujourd'hui qui permettent finalement de réactiver des procédures d'hier, c'est-à-dire le droit de pétition. Mais là, évidemment qu'il faudra toucher à la Constitution si on veut que ce soit réellement une opportunité. Laurence Dumont, Sylvain Wazerman, Jean-François Eliaou, et ensuite... Merci, Monsieur le Président. Je vais faire court parce que j'ai deux sujets. Sur le référendum d'initiative partagée, je voulais savoir si dans le groupe de travail, vous aviez évoqué l'idée du référendum abrogatif qui existe dans certains parlements, qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant, puisqu'il a le mérite de donner la parole aux citoyens pour abroger une loi, mais qui laisse tout pouvoir au Parlement pour ensuite légiférer à nouveau sur le même sujet. Donc, petite question. Et sur la proposition numéro 3, que je salue, avec l'idée d'inscrire dans la Constitution la liberté d'accès à Internet, la lutte contre la fracture numérique, le droit à la formation, etc. Je voudrais savoir s'il ne manque pas, d'après vous, un chapeau indispensable qui serait de profiter de cette proposition-là pour inscrire dans la Constitution le droit à la protection des données personnelles. Ce qui est absolument majeur par rapport à tous ces droits-là qui sont importants. Et donc, c'est une demande réitérée depuis très longtemps par les divers présidents et présidentes de la CNIL. Je sais qu'il y a un projet de loi numérique qui viendra, mais je trouve que ça aurait été bien de l'inscrire dès maintenant et ça aurait donné plus de force, je pense, à vos propositions aussi. Si Sylvain Wazerman. Oui, je pense que c'est effectivement probablement des chantiers, s'il aboutit complètement, qui peut le plus en profondeur renouveler notre démocratie. Ma question est la suivante. C'est pas d'ordre constitutionnel, mais je voulais savoir si vous l'aviez évoqué dans vos travaux. Quand on essaye d'avancer en tant que député sur la relation numérique avec nos concitoyens, et quand on sort des réseaux sociaux habituels et des outils habituels, et qu'on regarde les civic tech, il y a tout un nombre de problématiques pratiques. La détention du fichier, qui est propriétaire du fichier, des gens qui vont vous contacter, qui est maître du fichier si on utilise un civic tech, est-ce que les outils peuvent et doivent être utilisés, est-ce que du coup ça biaise si l'Assemblée nationale met à disposition dans le kit du député un outil de civic tech, pourquoi pas, mais est-ce que ça biaise par rapport à, enfin est-ce que ça avantage le sortant par rapport à ses concurrents après l'élection suivante. Est-ce que vous avez abordé toutes ces thématiques très pratiques de comment est-ce que le député peut aborder concrètement dans sa circonscription la démocratie numérique? Deuxième question, il y a un sujet de la démocratie numérique à visage découvert. Il y a une grande différence pour moi entre un internaute qui à visage découvert exprime son opinion et puis le flot d'insultes ou qu'on peut faire à l'abri de l'anonymat. Donc est-ce que c'est un sujet que vous avez évoqué? Merci beaucoup. Merci. Jean-François Eliaou. Oui, merci, Monsieur le Président. Je retiens la remarque de notre collègue Clément Dinotin qui dit que c'était un des groupes les plus originaux. Donc, je trouve effectivement que c'est tout à fait intéressant. Proposition. Ma question est la suivante. Est-ce que la place de la démocratie numérique peut aussi s'entendre en termes de moyens de contrôle et d'évaluation? Comme ça, à première vue, les citoyens étant d'excellents, je mets ça entre guillemets bien sûr, instruments de mesure pour juger ou pour estimer de l'application de la loi au niveau le plus quotidien et de l'effet bénéfique de cette loi.
Merci. Donc, Paola Forteza, Cécile Untermaier, quelques réponses. Très bien. Donc oui, sur le sujet d'avoir une coordination avec le reste des groupes, je crois qu'on devra de plus en plus travailler cela en amont dans les prochaines échéances qu'on aura des groupes de travail. Je crois qu'on n'a pas trop eu le temps encore de faire, mais je suis d'accord avec cela. Il faut que la cohérence d'ensemble de toutes nos propositions soit respectée. Sur le référendum, nous avons choisi plutôt de rendre accessible le référendum d'initiative partagée plutôt que de mettre en œuvre un référendum d'initiative populaire, parce que d'accord. Parce que justement, on cherche à faire travailler ensemble députés et citoyens. Et donc, ce qu'on a fait, c'est enlever certains conditionnements pour que le droit soit plus lisible, plus facilement activable. Et nous avons enlevé notamment les seuils qui étaient très, très difficiles à atteindre. Mais nous avons fait le choix de ne pas mettre un seuil alternatif, parce que chaque fois que nous lancions les discussions justement sur la question des seuils, personne ne se mettait d'accord. On se voyait que c'est vraiment un sujet qui est débattu en profondeur et qui a vocation à évoluer rapidement, qu'il faut tester, qu'il faut expérimenter avant d'être certain de quel est le bon calibrage. Sur la question des protections des données personnelles, oui, nous avons encadré le droit d'accès à l'information en disant dans la limite de la loi, disons de ce qui est prévu par la loi. Et la question de la protection des données personnelles est en train d'être traitée plutôt au niveau européen. À ce stade, nous allons par exemple avoir disons une transposition qui arrivera dans le prochain mois. Donc voilà, tout ce qui sera appliqué au niveau de la loi au niveau européen sera en concordance avec ce droit à l'information que nous proposons. Sur la question des problématiques pratiques, nous travaillons, nous avons discuté de tout ça au sein du groupe, et je crois que ça va être la prochaine étape aussi du groupe, parce que nous avons dû travailler d'abord sur les propositions d'ordre constitutionnel, mais nous voudrons dans un second temps réfléchir justement aux bonnes pratiques, à comment on peut, disons, aider, s'entraider entre tous, mettre à disposition aussi des ressources très pratiques, des plateformes qui peuvent être utilisées et qui seraient éthiques, disons, dans la façon de faire. Sur la question de l'anonymat, si nous mêlons démocratie numérique avec des droits d'ordre constitutionnel comme le droit de pétition ou le droit de référendum, etc., nous allons devoir avoir des technologies qui assurent l'identité d'une personne, donc avec une identité forte, une authentification forte, et qui devra être sécurisée et gérée au niveau de l'Assemblée. Donc nous allons aussi réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire en termes techniques. Et sur le contrôle et l'évaluation, oui, bien sûr, c'était un peu l'idée que nous avions quand nous avons lancé la consultation en disant la participation ne se cantonne pas qu'au moment de la consultation en amont des textes, mais bien tout au long, tout au fil de l'examen d'un texte jusqu'au moment où on contrôle sa mise en œuvre. Ouais. Oui, je peux rajouter quelques... Alors, Cécile Untermaier. Merci. Très rapidement, pour dire que Clémentine Autain a raison de dire qu'effectivement, les groupes de travail entrechoquent finalement leurs propositions. Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il nous faut du temps à nous, les députés, pour travailler et faire en sorte que l'expression citoyenne puisse être prise en compte avant la loi. Mais je pense que ça, on peut trouver le tempo. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que cette réunion, à mon sens, est très intéressante parce que nous allons avoir à discuter d'une grande loi de révision constitutionnelle pour laquelle nous ne sommes pas tous d'accord, mais je crois qu'il faut que l'Assemblée nationale sache ce qu'elle veut être, ce que les députés veulent être au XXIe siècle pour pouvoir défendre avec des arguments, et des bons arguments peuvent emporter la solution, et je pense que nous sommes dans notre rôle, nous venons avec notre sac à dos dans la discussion qui sera partagée avec les autres pouvoirs exécutifs et législatifs. La dernière chose, c'était dire que par rapport au référendum, qui est une vraie question, une question difficile, le référendum abrogatif, nous ne l'avons pas retenu parce que nous
souhaitions un référendum plus positif, plus constructif, et plutôt évitons l'abrogatif par un référendum débat public élargi qui évite justement cette idée de référendum abrogatif. Et puis, il y a une logique à tout ce que nous proposons, c'est que nous souhaitons que le citoyen soit au cœur quand même de la démocratie. L'article 6 de la Constitution le dit déjà, mais nous devons amplifier cette notion, et nous ne pouvons pas laisser en l'état un référendum tel qu'il est actuellement et qui ne fonctionne pas. Nous devons sortir des jeux hypocrites et mettre en place des mesures qui fonctionnent. Voilà ce que je voulais dire en conclusion des propos de Paula Fortenza, dont je souligne la grande qualité de travail. Merci pour ces premières réponses.